Je lance la main, je pas votre projet. C'est comme ça chez nous. Quoi? Ouais, ouais. Voilà. Je sais pas si tu veux te faire une présentation et que on te voit plus que les slides au début, mais c'est comme tu veux. Pardon? Est-ce que tu veux te présenter et qu'on mette plutôt ta Oh, webcam? de toute façon, oui, je me présenterai, oui. Parce qu'on va commencer là, donc. Ok. Tout le monde est là, on est prêt? Ouais, je pense. Je vais couper le micro ici, comme ça il n'y a pas d'écho et puis voilà. Ok. Bon, eh bien, bonjour à tous. Désolé si jamais je baille de temps en temps pendant cette présentation. Il est 3h30 du matin pour moi. J'habite en Californie. Donc oui, on a un petit peu de décalage horaire. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Noble, je suis un ingénieur en informatique. Je programme depuis que je dois avoir environ, j'ai dû commencer vers l'âge de 12 ans à peu près. J'en ai 35 aujourd'hui. Donc j'ai toujours aimé l'informatique, j'ai toujours adoré programmer pour m'amuser. Donc je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, assis sur une chaise. Et depuis environ 10 ans, un peu plus de 10 ans, il y a des gens qui ont décidé de me donner de l'argent pour que je reste assis devant un bureau aussi et que je programme pour eux. Donc je continue à faire ce que j'aime depuis 10 ans, mais ce coup-ci en étant professionnel. Pendant tout ce temps en fait où j'ai programmé, j'ai pu voir un peu l'évolution de l'informatique et notamment la façon dont le monde de l'informatique a évolué de manière assez intéressante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui me touche, enfin qui m'est très important. C'est ce que j'appelle la programmation asynchrone. Beaucoup de gens utilisent le terme de parallélisme en général pour présenter ce genre de problématique. Je préfère le terme asynchrone parce que le mot parallélisme en général présente un aspect assez différent de ce que je veux vous montrer. Mais l'idée c'est que beaucoup de gens en université, je me souviens que moi quand j'étais en université, quand j'ai fait les cours sur justement le parallélisme, on faisait des algorithmes qui étaient très orientés sur des processeurs qui étaient très calibrés. Mais aujourd'hui, le monde de l'informatique est très différent de ce qu'on peut voir effectivement en université. Oui, dernière chose, vous avez dû voir mon employeur indiqué sur cette présentation avant.
J'utiliserai pas le nom de mon employeur pendant cette présentation diffusée sur YouTube, mais il refuse en fait que nous utilisions le nom de l'employeur pour faire des présentations comme ça. Donc je fais cette présentation à titre personnel, mais bon, vous savez tous où je suis employé actuellement. Donc cette présentation, je vais la faire en deux temps principalement. Je vais commencer par parler des problèmes, les problèmes qui sont soulevés actuellement par la programmation asynchrone, qui sont en trois grandes parties. Je vais relever trois grands aspects de la problématique. Et ensuite, je vais parler un petit peu des solutions qui existent, les différentes solutions qui sont actuellement adoptées dans le monde de l'industrie. Je terminerai par une petite conclusion rapide pour histoire d'envelopper toute cette présentation. Le problème de cette présentation, c'est que si jamais je voulais faire quelque chose en profondeur, ça durerait environ 3 ou 4 heures. Donc l'idée actuellement de cette présentation, c'est que je vais principalement aborder les sujets en vous donnant des indications sur les solutions, en vous donnant des lectures supplémentaires. Mais je vous conseille très fortement d'approfondir le sujet en utilisant les pointeurs que je vais donner. La présentation en PDF vous a été donnée logiquement, donc vous aurez les liens HTML, les liens HTTP dans cette présentation. Alors, parlons un petit peu de la problématique du côté software. Et en particulier l'évolution du software. Quand on réfléchit d'un point de vue du software, l'informatique a commencé avec ça, avec des systèmes d'exploitation qui étaient MS-DOS, là c'est MS-DOS 1.18 que j'ai trouvé en screenshot. Un système d'exploitation comme ça à l'époque, en fait, c'était vraiment juste une couche d'API. Le système d'exploitation ne faisait pas grand-chose autrement que d'essayer d'abstraire un petit peu la machine. Et en résultat, le software qui tournait sur votre système d'exploitation contrôlait entièrement la machine. Donc il n'y avait pas vraiment toute la problématique qu'on a aujourd'hui. Un exemple très très simple de logiciel qu'on pouvait avoir à l'époque, ça pouvait être un jeu vidéo comme Doom, ça pouvait être un logiciel comme un tableur Lotus 1.2.3, ça pouvait être à peu près n'importe quel type de logiciel, fonctionnait entièrement sur cette logique. On avait le programme principal qui renvoie une variable globale en tant que code d'erreur. Il commence en s'initialisant. Il termine en détruisant toutes ses ressources éventuellement. Et tout simplement, c'était une boucle infinie. On appelait ça la main loop en général. Tant que le programme tourne, tant que le programme considère qu'il doit s'exécuter, on effectue 3 opérations principales qui consistent à lire les entrées, effectuer de la logique et faire de la sortie. Donc par exemple, dans le cas d'un jeu vidéo comme Doom, processer les entrées, bon, ça peut être en général le clavier et la souris. Effectuer de la logique, c'est faire avancer l'IA des monstres, faire avancer le positionnement du personnage, etc. Calculer son nombre de points de dégâts, etc. Et faire les sorties, on considère là-dedans l'affichage à l'écran, le flux sonore, etc., etc. Ce genre de modèle, en fait, tournait en continu au maximum des capacités de la machine. Le problème, c'est que aujourd'hui, le software a énormément évolué. J'ai montré un screenshot de MS-DOS 1.18 tout à l'heure. Mais aujourd'hui, un système d'exploitation, ça ressemble un peu plus à ça. En particulier, votre bureau, actuellement, vous avez énormément d'applications qui tournent en parallèle, et votre application n'est plus en contrôle de la machine, n'est plus vraiment aux commandes totales de votre système, de votre machine. Alors, l'OS aujourd'hui
à évoluer, c'est un kernel préemptif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre kernel décide de qui s'exécute quand. Donc, ce que je disais, hein, votre software n'est plus tout seul, il n'est plus aux commandes de la machine, et il doit partager les temps d'exécution du CPU avec d'autres applications qui vont tourner à côté de lui. Donc, l'ancienne architecture que j'ai montrée en tant que logiciel, qui va tourner au maximum des capacités de votre machine, n'est plus adaptée, hein, pour ce genre d'architecture, mais tout le monde l'utilise encore. Hein. Quand vous regardez quasiment n'importe quelle application aujourd'hui, elle va fonctionner sur le même modèle, c'est-à-dire une boucle infinie avec lecture des entrées, exécution de l'IA, exécution de la logique et exécution des sorties. La raison pour laquelle cette architecture est toujours en vogue, c'est parce que les nouvelles architectures logicielles qui permettent justement de travailler sur un environnement multitâche, qui permettent de travailler sur un environnement avec plusieurs processeurs, avec plusieurs applications qui tournent derrière, sont mal connues et mal maîtrisées. Donc les gens continuent à travailler comme ils travaillaient avant. Même les outils aujourd'hui que tout le monde utilise sous Unix, par exemple, que ça soit grep, sed, awk, etc., ne sont pas adaptés. J'ai un exemple d'ailleurs assez amusant. J'ai un serveur de fichiers à l'étage, en bas. Entre le moment où j'ai écrit cette présentation et aujourd'hui, j'ai voulu changer le format de mon file system. Donc j'ai lancé une commande pour changer diminuer la taille de mon file system, et voilà ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Le logiciel Resize E2FS qui a tourné pendant environ 50 heures pour resizer mon file system de 9 Tera à 3 Tera. À un moment donné, il a fait une passe, ce qu'ils appellent le scanning inode tables, très bien, avec une jolie barre de progression. Et pendant qu'il faisait ça, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui se passait. Et le logiciel tournait à 100% de CPU. Maintenant, 100% de CPU, qu'est-ce que ça signifie sur une machine aujourd'hui? Si on regarde la ligne actuelle vraiment des CPU, j'avais seulement 20% de la machine qui était utilisée. 80% était idle. Alors que quasiment aucune I/O était effectuée. Hein, on peut voir là actuellement, il écrivait quelques secteurs, quelques blocs de temps en temps, mais le CPU était indiqué à 100% sur le système. Pourquoi cette différence? Très très simple, c'est parce que sur cette machine, en fait, j'ai 16 cœurs. C'est une machine à 16 cœurs, mais le logiciel étant écrit en mode mono-threadé, en mode en chaîne architecture, utilisait 100% de un seul de ces corps, ce qui fait que cette opération qui a duré environ 5 heures dans ce resizing aurait pu durer seulement que quelques minutes si jamais l'algorithme de resize E2FS avait été prévu pour fonctionner en multithread, en parallèle, etc. Donc c'est assez frustrant de se retrouver avec même toutes les architectures de logiciels classiques qui sont bloquées, qui sont restreints sur cette architecture. Heureusement, il y a quelqu'un qui a écrit quelques logiciels qui permettent de rendre grep, sed, etc. multithreadés. C'est assez intéressant à regarder et à utiliser. Et ça peut être assez pratique justement si jamais vous avez une architecture, une machine qui est relativement puissante. Alors, je viens de parler rapidement du software, voyons un petit peu du côté du hardware. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'évolution du hardware? Le hardware à l'époque, quand j'avais commencé à être sur un ordinateur, ça ressemblait à ça. Vraiment une architecture excessivement linéaire, c'est-à-dire qu'on avait un processeur avec quelques registres, un bus d'accès sur la mémoire,
et puis une queue d'instructions qui permet d'exécuter les instructions en parallèle, et c'était tout. Hein, on avait une architecture excessivement linéaire, excessivement simple, et là c'est vraiment une représentation très très détaillée du processeur x86 à l'époque, 80-86 je crois. Le problème qu'on a, c'est ça. Cette représentation de l'architecture aujourd'hui, on en est resté à ça, c'est-à-dire la machine de Turing. Quelque chose de linéaire, quelque chose qui s'exécute étape après étape. Donc, c'est vrai, hein, les ordinateurs étaient tout à fait linéaires, étaient tout à fait séquentiels. Donc, on a un CPU qui communique à un seul bus avec juste à des périphériques et la mémoire éventuellement, ce qui fait que de manière très très naturelle, les gens ont programmé de manière linéaire. Le problème avec cette représentation, c'est que voilà à quoi ressemblent les processeurs aujourd'hui. Donc ça en particulier, c'est une représentation très très haut level du processeur de la PlayStation 3, cette machine là d'ailleurs qui est ici, qui commence à être une assez vieille machine, hein. Mais cette machine à l'époque, ce CPU, possédait déjà 8 SPU, donc c'était 8 cœurs qui fonctionnaient en parallèle, et le processeur principal, lui, possédait aussi 2 cœurs qui étaient, c'est pas représenté là dans ce graphique, mais ce processeur en particulier est massivement parallèle, massivement multicœur. J'utilise la PlayStation 3 comme exemple, mais les processeurs actuels, depuis déjà pas mal d'années, ont plusieurs cœurs, ont plusieurs unités de calcul qui fonctionnent en parallèle, qui vont fonctionner les unes à côté des autres. Alors pourquoi cette architecture maintenant? Pourquoi on se retrouve avec des CPU qui ne sont plus linéaires, qui sont très fortement parallélisés? Tout simplement, on est parti sur la loi de Moore, hein, quand on a commencé à concevoir les CPU, quand Intel, AMD, etc. ont fait avancer la technologie. La loi de Moore a fonctionné pendant très longtemps. La loi de Moore signifiant que la puissance des CPU double tous les 18 mois. Alors, cette loi était basée principalement sur la miniaturisation des transistors, et qui impliquait que d'un point de vue positionnement sur le silicone, on arrivait à mettre beaucoup plus de transistors sur une surface donnée. Et pendant très longtemps, on a pu augmenter la vitesse, on a pu augmenter la puissance de calcul des CPU grâce à cette loi, parce qu'on arrivait à miniaturiser de plus en plus le silicone nécessaire sur les CPU. Le problème aujourd'hui, c'est que la loi de Moore est ralentie, parce qu'on appelle le mur. Alors, qu'est-ce que c'est que le mur dans la loi de Moore? C'est les effets quantiques qui empêchent de continuer à miniaturiser les transistors. Pour simplifier, on arrive aujourd'hui sur les CPU à la taille atomique des pistes, et on n'arrive plus à faire fonctionner les transistors sans avoir des interférences quantiques entre les pistes, entre les éléments du silicone. Donc le problème, pour cette problématique, on n'arrive plus à faire augmenter la vitesse d'un CPU simple. Pour continuer à faire fonctionner les CPU et pour continuer à augmenter la puissance des CPU, les gens, Intel, etc., ont commencé à fortement paralléliser leur architecture pour arriver à contourner cette limitation. Mais donc en conséquence, c'est que les processeurs sont de plus en plus complexes avec des architectures qui ne sont du coup plus linéaires. Donc l'exemple que j'utilise toujours, c'est celui de la PlayStation 3, qui était à l'époque un processeur excessivement parallélisé, mais que très très peu de gens ont vraiment arrivé à maîtriser, et ce qui a fait partie justement du grand flop de la PlayStation 3, parce que très peu de gens ont réussi à maîtriser, ont réussi à comprendre
la façon de travailler avec une architecture aussi complexe. Et au-delà même du CPU simple, hein, si jamais on considère une machine aujourd'hui unique, au-delà de la machine simple qui est sur son bureau, on a de plus en plus d'architectures qui sont interconnectées. Je fais référence à des data centers, ça peut être des data centers de jeux vidéo, des data centers pour Google, Amazon, eBay, etc., où on va avoir une masse monumentale d'ordinateurs qui sont connectés les uns aux autres et qui finalement créent une espèce de gigantesque machine virtuelle sur lesquelles les gens vont pouvoir lancer des algorithmes. Alors, au-delà de tous ces problèmes, donc j'ai abordé rapidement les problèmes software. Hein, on avait le software doit maintenant partager l'ordinateur avec d'autres logiciels. J'ai abordé le problème du hardware, où les CPU sont de plus en plus parallélisés, sont de plus en plus complexes. Le troisième problème que je veux aborder, c'est ce qu'on appelle les abstractions fuyantes. Alors, les abstractions fuyantes, c'est un terme qui a été créé par Joel Spolsky dans un article qu'il a nommé « Les lois des abstractions fuyantes ». Je vous le conseille très fortement, le lien est indiqué sur cette slide. En résumé, ce que signifie le problème des abstractions fuyantes, c'est que les API nous mentent. Hein. Donc l'exemple qu'il utilise dans son article, c'est TCP/IP. TCP/IP est un énorme mensonge sur l'API. Beaucoup de promesses qui sont faites par l'API ne sont pas tenues. Moi, dans cette présentation, ce que je veux aborder comme abstraction fuyante, c'est les entrées-sorties. Une des plus grandes abstractions fuyantes et qui est énormément problématique aujourd'hui, c'est les accès disques, en fait. Hein. Quand on ouvre un fichier actuellement, on fait une lecture sur un fichier, on fait une écriture sur un fichier, on utilise énormément d'API qui vont nous permettre de faire ces accès-là, mais beaucoup de ces API font des promesses qui sont relativement peu tenues actuellement. Le problème de cette abstraction, vraiment, c'est que c'est à la fois une abstraction software et une abstraction hardware. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Très simple, aujourd'hui, si jamais vous regardez votre système d'exploitation, un disque sur votre système d'exploitation peut être, par exemple, un partage réseau. Qu'est-ce que signifie, finalement, d'arriver à ouvrir un fichier sur un partage réseau? Est-ce que votre réseau est toujours connecté au moment où vous essayez d'ouvrir votre fichier? Quel est le temps de latence, hein, quelle est la différence entre le temps de latence entre ouvrir un fichier sur un disque dur physique présent sur la machine et le temps de latence entre ouvrir un fichier sur un partage réseau? Au-delà même du problème logique, du problème software, on a beaucoup d'abstractions hardware. Beaucoup de gens se disent, je vais augmenter mon flux d'entrée-sortie en ouvrant beaucoup de fichiers en parallèle, en faisant énormément d'accès parallèles. Le problème, c'est qu'un disque dur ne peut lire qu'un seul secteur à la fois. Hein. Il n'y a qu'un seul channel sur un seul disque dur. Donc, beaucoup de gens vont effectivement avoir des idées assez intéressantes pour augmenter leur débit, mais au final, ça ne marche pas. Ou ça ne marche que dans des contextes qui sont très très calibrés. Et au-delà même du problème de la lecture d'un seul secteur à la fois, un disque dur à plateau, qui sont encore très très courants aujourd'hui, il y a de plus en plus de disques durs de type SSD qui existent, mais un disque dur à plateau a un temps de positionnement non négligeable. Hein, quand quelqu'un va dire je vais ouvrir 2 ou 15 ou 50 fichiers en parallèle pour écrire mes 50 fichiers en parallèle ou lire mes 50 fichiers en parallèle, sur un disque dur à plateau, qu'est-ce qui va se passer effectivement? C'est que la tête de lecture va devoir naviguer entre les différents secteurs, entre les différents cylindres plutôt du disque dur, et ça va ralentir plus qu'accélérer le débit de vos IO. Donc,
En parlant des abstractions fuyantes, les abstractions fuyantes ne parlent pas que des problèmes de parallélisation, hein. Il y a beaucoup d'autres problèmes d'abstractions fuyantes. Je vous recommande très fortement cette lecture, très intéressante, mais c'est un petit peu moins en rapport avec les problèmes d'asynchronisme, de parallélisation. Alors, voyons un petit peu quelles sont les différentes solutions qui nous sont offertes pour résoudre tous ces problèmes-là. La solution la plus simple, la solution la plus utilisée par tout le monde, c'est de créer des threads. Je vais embrayer immédiatement sur la dernière problématique que j'ai présentée, les IO, hein, les entrées-sorties sur vos disques durs. En particulier, hein, cette problématique-là, vous avez très souvent, enfin, moi je vois souvent cette petite fenêtre-là qui dit que votre application n'est pas répondante. En général, ça signifie juste que cette application est gelée, bloquée pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, minutes, et Windows pense que l'application a crashé ou est bloquée. La très grande majorité du temps, en fait, l'application est en train d'attendre pour une entrée-sortie sur un disque dur. Comme je disais, les abstractions fuyantes, ça peut être par exemple, la personne vient d'essayer d'ouvrir un fichier sur un partage réseau, le réseau est en train de laguer ou le réseau a été déconnecté, l'appel pour ouvrir le fichier est en train de bloquer l'application parce que l'abstraction de l'API est complètement bloquante, n'est pas répondante. Donc, ce que vont faire la majorité des gens pour résoudre ce problème-là, c'est créer un thread, un seul thread, pour faire toutes les entrées-sorties sur les disques durs, sur le système de fichiers. Donc, les gens créent en général un thread pour ça, et dans ce cas-là, c'est un modèle avec un producteur et un consommateur. Les producteurs vont être tous les threads éventuellement sur l'application qui veulent effectuer des entrées-sorties. Dans ce cas-là, c'est un modèle totalement asynchrone. Un thread va dire « je veux ouvrir un fichier, je veux faire une lecture sur un fichier, je veux écrire un morceau de fichier ». Il va créer un élément sur cette liste de n producteur, un consommateur, continuer son exécution ou se mettre à dormir. Et le thread d'IO, lui, va lire en continu les requêtes sur sa queue de requêtes et exécuter les requêtes les unes après les autres. L'avantage de ce modèle-là, c'est que, par exemple, si jamais vous avez un seul thread pour le thread principal, on appelle ça, mettons, ça va être votre UI, vous faites une lecture, vous essayez de faire une lecture sur un fichier, votre UI n'est pas bloquée, elle peut continuer à répondre aux événements Windows ou les événements de votre toolkit quelconque, pendant que le thread IO, lui, est bloqué à cause de l'API d'entrée-sortie. Donc, oui, voilà, désolé, j'ai oublié de cliquer pour afficher, mais effectivement, voilà, donc les producteurs créent les requêtes d'IO, les consommateurs les exécutent à la chaîne. Quand vous faites ce genre de modèle, donc ce modèle fonctionne pour les IO, ce modèle va fonctionner aussi pour beaucoup d'autres abstractions. Une erreur que je veux signaler, que je veux mettre en lumière actuellement, que beaucoup de gens font, c'est ce qu'on appelle le finish before returning. Cette erreur-là signifie que en général, vous avez un callback qui s'exécute pour signaler la fin de votre, opération. Donc vous avez demandé à lire 15 octets sur un fichier. Vous demandez au système, au thread IO, d'exécuter votre callback quand vous avez lu ces 15 octets. De manière très classique, les gens vont exécuter ce callback sur le thread IO lui-même, ce qui fait que vous avez éventuellement la possibilité que ce callback s'exécute avant que la requête soit terminée d'être mise en queue dans votre thread principal. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu gênant à comprendre pour les gens au début, mais il est impératif que les callbacks s'exécutent sur le thread du producteur. Donc, vous avez un thread pour le producteur, vous avez un thread pour les IO.
Vous avez le thread du producteur fait une requête, et ensuite, une fois que la requête est effectuée, vous avez un autre message, une autre queue qui repart dans l'autre sens pour signaler au producteur d'origine que l'opération est terminée. Vous n'exécutez jamais les callbacks de terminaison sur le thread d'IO ou sur le thread asynchrone, quel que soit le système que vous créez. Ça peut être un exemple classique, c'est la résolution de nom de domaine qui est bloquante aussi. Tout ce genre d'opération-là, vous effectuez toujours le callback sur le thread du producteur. Pour arriver à faire ça, soit vous refaites une queue dans l'autre sens, ou vous pouvez utiliser des mécanismes classiques de signalisation inter-thread. Parlons un petit peu justement de ces différents mécanismes. Alors, beaucoup de gens vont utiliser effectivement des librairies de threading pour créer leur code, mais très souvent, ces librairies sont sous-exploitées. La plupart du temps, les gens ne vont faire que deux opérations. Ils vont créer des threads, ils vont créer des mutex et vont bloquer les mutex. C'est à peu près les deux opérations que tout le monde utilise, que tout le monde connaît, et qui sont surutilisées. Le problème que j'ai avec ça, c'est que les gens ne connaissent pas forcément toutes les autres primitives qui existent dans les librairies de threading. Donc je veux en parler un petit peu rapidement, au moins les nommer, histoire de vous donner des pistes de recherche pour continuer à creuser ce domaine-là. Vous avez en particulier ce qu'on appelle les read-write locks. Donc les read-write locks, ça vous permet de bloquer X fois en lecture, mais une seule fois en écriture. Donc si jamais vous avez une ressource qui est tout à fait accessible en lecture en parallèle sur plusieurs threads, mais que vous avez besoin d'updater sur éventuellement un autre thread, vous allez utiliser ce genre de lock. C'est un mécanisme un peu plus complexe, mais beaucoup de librairies, toutes les librairies, offrent cette primitive de base. Les barrières, ça vous permet de bloquer X thread sur la complétion d'une opération. Très peu de gens aussi connaissent et utilisent correctement ce genre de primitive. Les conditions, bon, vous pouvez lever une condition multithread, signaler une condition, c'est signalement d'événement. Quelque chose aussi qui est très important, que peu de gens connaissent et utilisent proprement, c'est ce qu'on appelle les thread local storage. Vous avez dans chaque thread une zone de stockage où vous pouvez stocker de manière arbitraire des informations, et ces informations seront locales à chaque thread. Donc chaque thread aura sa propre copie de l'information. L'avantage de ce genre de primitif, c'est que si vous avez un algorithme générique qui s'exécute sur plein de threads en parallèle, mais qui a besoin d'une information très particulière à chaque fois pour s'exécuter sur chaque thread, l'idée c'est de stocker cette information dans un thread local storage. Et normalement tout le monde plus ou moins connaît les sémaphores, mais de manière très amusante, personne vraiment ne les utilise en production. Tout le monde va utiliser des mutex, mais peu de gens se souviennent des sémaphores qui sont vraiment des primitives essentielles de base, mais qui sont très très utiles au-delà même des mutex. Un problème en général que peu de gens connaissent aussi, et que beaucoup de gens se plantent quand ils arrivent en production, les studios Unix ne sont pas compatibles avec toutes ces opérations. Si jamais vous levez un signal, si jamais vous créez un programme qui a besoin d'utiliser des signaux Unix, vous allez très souvent avoir des problèmes avec l'utilisation des librairies multithreadées. Maintenant, l'autre problème avec les librairies de threading, c'est qu'elles sont aussi très souvent surexploitées. Beaucoup de gens vont utiliser les threads pour à peu près tout et n'importe quoi. Les gens se disent, bon, ben, on a une expression en anglais qui dit quand mon seul outil c'est un marteau, tous mes problèmes ressemblent à des clous.
Et effectivement, beaucoup de gens vont utiliser des threads pour résoudre à peu près tous leurs problèmes, mais oublient qu'il existe beaucoup d'autres solutions qui n'utilisent pas de thread, mais qui sont tout aussi efficaces, voire beaucoup plus efficaces d'un point de vue ressources. Par exemple, si jamais vous avez 2 threads, un simple socket peut suffire pour synchroniser 2 threads. Un socket peut très facilement se transformer en sémaphore. L'exemple très simple, c'est vous créez un socket dans votre application et votre sémaphore, c'est un octet. Pas besoin d'avoir une valeur spécifique dans cet octet. Le simple fait d'avoir un octet à l'intérieur du socket présente votre sémaphore. Comment vous synchronisez à partir de là? Vous avez votre thread qui veut bloquer sur une ressource, qui va faire une lecture sur le socket. Il va faire une lecture sur un seul octet. Naturellement, le système d'exploitation va le bloquer sur cette lecture. Et pour le débloquer, il suffit d'avoir un autre thread qui va faire une écriture d'un seul octet sur ce socket. Et en plus de ça, ce genre de mécanisme fonctionne parfaitement bien de manière multiprocess, voire éventuellement sur plusieurs machines différentes. Donc vous avez la possibilité de créer des sémaphores entre 2 machines même, simplement en utilisant un simple socket. Donc pour continuer sur cette sur l'idée de la surexploitation de thread, je veux parler un petit peu plus des problèmes qui sont liés avec la surexploitation de thread. Le problème principal, c'est que le coût en ressources d'un seul thread est très élevé. Voici un exemple d'une machine Unix que je possède. On peut repérer chaque process possède un fichier maps qui indique l'allocation mémoire, toutes les allocations mémoire de votre process. Là, en l'occurrence, c'était mon serveur X sur ma machine Unix. Et on repère qu'il y a des blocs de mémoire qui sont appelés stacks. Ce sont vos threads. Et quand on regarde la taille début-fin, c'est 8 mégaoctets par thread. Vous créez un thread dans un process, vous allouez 8 mégas. C'est énormément de ressources pour un seul thread. Donc, il faut être très conscient de ce problème-là. Beaucoup de gens, par exemple, vont dire « j'ai un problème qui requiert de lancer 500 tâches en parallèle, je vais créer 500 threads. » Imaginez le coût en mémoire que cela représente. En plus de ça, au-delà des ressources qu'un thread occupe, les threads induisent énormément de problèmes de synchronisation. Les gens, en général, ont quand même des problèmes avec justement toute la problématique de synchronisation entre les threads. Pour ça qu'on a le concept de deadlock, hein, on a ce qu'on appelle aussi les race conditions. Toute cette problématique-là est induite parce que la programmation par thread est très complexe. Donc, pour arriver à résoudre tous ces problèmes liés aux threads, il faut être beaucoup plus intelligent avec ces threads actuellement. Alors, une solution très en vogue actuellement pour aider avec toute la problématique liée aux threads, c'est ce qu'on appelle les thread pools. Alors, qu'est-ce qu'un thread pool? Parlons un petit peu de ça. C'est une collection de threads qui sont en mode consommateur et qui attendent du travail. Par exemple, j'ai une machine, comme je disais, avec 16 processeurs. Si jamais je veux travailler de manière efficace sur cette machine, il me suffit de créer 16 threads et d'avoir un seul thread à côté qui va produire du travail. Et tous les threads que j'ai créés à côté vont prendre ce travail, vont récupérer ce travail dans une queue et exécuter ce travail-là. Alors, l'idée, à partir de ce moment-là, c'est que chaque thread est utilisé de manière optimale, sans pour autant surcharger la machine. Vous avez le nombre exact de threads correspondant à votre CPU, et pas plus, pas moins.
Le problème, c'est que du coup, il faut arriver à découper son travail en petites tâches élémentaires qui vont être exécutées par tous ces threads-là. Donc, cette problématique est de plus en plus récurrente. Le fait de découper son travail, de découper son programme en toutes petites tâches élémentaires, c'est une pattern, c'est un mécanisme que de plus en plus de gens utilisent et qu'il faut savoir utiliser actuellement. C'est absolument essentiel. On va comprendre un peu plus pourquoi par la suite. Je vais continuer à présenter d'autres solutions. Mais on revient très régulièrement à la problématique de découper son travail, de découper son problème en petites tâches. Alors, une solution logicielle que je vais vous présenter rapidement, ou en tout cas vous donner le lien, c'est ce qu'on appelle le Intel Threading Building Blocks. C'est une librairie que Intel a créée. Cette librairie est principalement GPL. Ils ont une version commerciale avec licence si jamais vous voulez l'utiliser dans un logiciel commercial. Mais cette librairie vous permet de créer des thread pools en général et de travailler avec des threads plus simplement. L'idée derrière Intel Threading Building Blocks, c'est que comme je le décrivais tout à l'heure dans les problématiques du hardware, les CPU sont, pour pouvoir augmenter leur vitesse, pour pouvoir augmenter leur performance, nécessitent d'être parallélisables. Donc la problématique d'Intel, c'est qu'il se retrouve aujourd'hui à devoir créer des produits physiques, des produits matériels, que peu de gens savent vraiment programmer. Donc, toute cette présentation que j'essaie de vous faire, justement, parle de ça, mais Intel a très bien compris la problématique. Donc, pour inciter les gens à travailler de manière efficace avec leur processeur, ils ont créé cette librairie-là pour aider les programmeurs à travailler plus efficacement, plus simplement avec des threads. Donc j'ai le lien. C'est une librairie GPL, vous pouvez vous amuser avec et découvrir un peu plus tous les éléments modernes liés au thread pool, etc. Alors, au-delà des librairies de thread, donc là j'ai parlé de la plus grande de ce que normalement les gens connaissent le mieux, c'est-à-dire les threads. Au-delà des threads, il existe beaucoup de choses actuellement de solutions logicielles, de solutions matérielles pour aider à résoudre des problèmes de parallélisation, des problèmes asynchrones. Alors, je vais commencer par parler des Atomics. J'ai constaté, entre autres même au boulot, que peu de gens connaissent aussi les Atomics. Un Atomic va vous permettre de résoudre un problème très simple, c'est qu'un accès concurrent sur une ressource très simple ne nécessite pas forcément de mutex. Alors, la définition de ressource élémentaire, elle est liée à votre CPU. Donc, en fonction de la taille des registres de votre CPU et de l'alignement mémoire du CPU, en général, sur un processeur moderne comme les Intel qu'on a dans toutes nos machines, c'est 64 bits. Donc, à partir du moment où vous avez une ressource qui est en 64 bits, qui est alignée sur 64 bits, vous pouvez y accéder de manière concurrente et de manière thread safe, sans avoir besoin de mutex, sans avoir besoin de librairie de multithreading, grâce uniquement aux ressources de votre processeur. Ces ressources, c'est l'instruction qu'on appelle compare and exchange. Le mnémonique Intel, c'est CMP XCHD. En général, les gens utilisent CAS pour compare and exchange ou compare and swap. Donc CAX ou CAS en fonction de la définition. L'idée de cette instruction, donc c'est une seule instruction qui est atomique, c'est-à-dire qu'elle s'effectue de manière atomique, quel que soit le nombre de cœurs, quel que soit le nombre de processeurs sur la machine, cette instruction s'exécute de manière atomique. Si jamais on veut écrire le pseudocode de cette instruction en C, elle prend un pointeur de destination
elle prend un comparateur et une valeur d'écriture. Elle commence par lire la valeur de destination. Si l'ancienne valeur est égale à votre comparateur, à ce moment-là, votre destination est réécrite avec votre valeur. Et en général, l'instruction renvoie l'ancienne valeur. L'idée, c'est que donc cette instruction est très générique. Elle est implémentée par quasiment tous les processeurs du monde actuellement. Elle est essentielle pour effectuer des opérations élémentaires de multithreading. Mais Intel a continué l'idée sur d'autres instructions. Et du coup, on peut utiliser le même genre de mécanisme pour d'autres opérations comme l'addition, la soustraction, incrémentation, décrémentation, etc. Pour aider à utiliser ces instructions-là, vous avez ce qu'on appelle les intrinsèques. Les compilateurs implémentent des intrinsèques qui vous permettent d'accéder à cette instruction de manière immédiate. J'ai pas mis de lien, je viens de m'en rendre compte. Voyons si jamais j'ai un lien rapide. Voilà la page de GCC qui parle de ça. Toutes ces opérations, les différentes fonctions de GCC qui s'appellent sync, fetch and add, etc., sont simplement des accesseurs à votre instruction compare and exchange. Il existe la même chose pour Visual Studio ou tous les compilateurs en général. Bon, le problème, c'est que chaque compilateur fait sa propre source. À partir de ce moment-là, je peux vous montrer comment utiliser un compare and exchange pour créer une opération, par exemple, un sémaphore. Alors, je vais ici présenter un sémaphore qui ne possède qui a une valeur maximum de 1. Donc là, je le présente sous la forme de code C++, mais ça reste quand même vaguement du pseudocode. Donc le sémaphore, là j'utilise une ressource 32 bits, ça marche très bien sur à peu près tous les processeurs actuels. Et cette valeur, je vais l'initialiser à 1. Quand je veux implémenter un sémaphore, j'ai forcément l'opération wait qui va essayer de prendre le sémaphore, de décrémenter le sémaphore, et l'opération signal qui remet le sémaphore à sa valeur initiale, qui va le remettre à 1. Donc comme c'est un sémaphore 0 ou 1, wait va forcément le passer de 1 à 0, et signal va forcément le passer de 0 à 1. Alors, comment implémenter ce sémaphore sans utiliser de librairie multithreadée, mais juste compare and exchange? On va faire ce qu'on appelle un spin lock, ou busy loop en anglais, enfin, dans les deux cas c'est l'anglais. On va attendre de manière infinie que... D'ailleurs, c'est une erreur. Oui, c'est une... Ce code est incorrect. Ça devrait lire 1 ici au lieu de 0. La valeur de retour... non, j'ai rien dit. C'est correct. Désolé. Tant que l'ancienne valeur qui est pointée par notre opérande est égale à 0, on continue d'essayer de la mettre à 1. De la remettre à 0, pardon. On compare notre valeur à 1. On compare de manière infinie notre valeur à 1. Si jamais elle passe à 1, on la met à 0. Et dans ce cas-là, on sort de la boucle. Puisque compare and exchange renvoie l'ancienne valeur. Si jamais l'ancienne valeur était à 1, à ce moment-là, compare and exchange renvoie 1. Et cette condition devient fausse. Tant que la valeur de notre sémaphore est égale à 0, compare and exchange va renvoyer 0, et le compare and exchange ne s'effectue pas. On n'écrase pas la valeur. Bon, dans ce cas-là, on voudrait écraser 0 avec 0, ça ne changerait rien. Mais l'idée, c'est que tant que notre valeur, on n'a pas réussi à échanger notre valeur entre 1 de 1 vers 0, ça veut dire qu'on n'a toujours pas réussi à acquérir notre sémaphore. Et signaler le sémaphore signifie tout simplement le remettre à 1.
Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire vraiment de busy loop. Si jamais on programme de manière correcte, signaler le sémaphore doit se faire dans le même thread. Donc ça veut dire qu'on a réussi à acquérir le sémaphore avant, on le signale après quand on a terminé. Donc de manière atomique, on remet le sémaphore à 1 en utilisant de nouveau l'opération compare and exchange. L'idée d'utiliser compare and exchange une deuxième fois pour signaler, c'est uniquement pour dire au processeur que cette valeur doit être changée de manière atomique. Le fait d'avoir cette atomicité permet de garantir que l'autre opération compare and exchange fonctionne proprement. Si jamais vous essayez d'accéder à votre ressource sans utiliser des opérations atomiques, l'atomicité n'est plus garantie. Dans ce cas-là, notre boucle ici va utiliser 100% de CPU tant qu'elle est en train de tourner. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette implémentation de sémaphore? Alors, ces opérations atomiques ne nécessitent pas d'arbitrage kernel. Vous avez du coup un gain de performance. Vous n'avez plus, à partir du moment où vous avez un mutex dans une librairie classique de pthread ou quoi que ce soit, vous avez une opération kernel, vous avez ce qu'on appelle un changement de contexte. Vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur de votre kernel, vous perdez énormément de cycles CPU à rentrer dans votre kernel pour vérifier que vous avez le droit d'accéder à votre ressource. Donc, à partir du moment où vous utilisez des opérations atomiques, vous avez un gain de performance. Le problème, c'est que les opérations atomiques ne peuvent pas bénéficier d'arbitrage kernel. Dans l'exemple que j'utilisais, vous avez votre boucle d'attente qui va utiliser 100% de CPU. Tant que le sémaphore n'est pas acquis par un thread, le thread va utiliser 100% de CPU en continu. Donc, du coup, vous avez une perte de performance. Donc, quelle est la bonne balance? Ça signifie qu'il faut utiliser ce genre de sémaphore en particulier que en cas de contention faible. Si jamais vous êtes en train d'écrire un algorithme où vous êtes certain qu'il y aura très peu de contention sur votre ressource, qu'il y a très peu de chances que deux threads en parallèle vont essayer d'utiliser la même ressource, vous pouvez utiliser ce genre de choses de manière efficace. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que vous avez énormément d'algorithmes qui sont écrits et qui sont publiés actuellement, qu'on appelle log-free. En particulier, vous avez des stacks, des queues, des listes, etc. Encore une fois, c'est quelque chose à rechercher. Vous avez énormément de papiers qui existent sur le sujet, qui présentent des implémentations de structures de données sans lock. Le plus gros problème avec ce genre d'implémentation, c'est ce qu'on appelle le problème ABA. Alors, je ne vais pas en parler actuellement, parce que sinon ça va encore me faire durer la présentation encore plus, mais ce problème est très complexe. C'est pour ça que je vous recommande très fortement de lire les papiers qui parlent de tous ces problèmes, qui parlent de ces implémentations, donc d'utiliser des implémentations connues pour travailler là-dessus. Alors, mon sujet préféré, finalement, sur tous ces problèmes, c'est le C++11. Alors, pour ceux qui ne savent pas, C++11, c'est la nouvelle norme C++ qui a été publiée techniquement en 2011, et qui rajoute énormément de choses dans le langage, entre autres le fait que le C++ devient conscient des threads. C'est quelque chose qui manquait énormément au langage, mais C++, à partir de C++11, connaît les threads, sait ce que c'est qu'un thread. Alors, le thread local storage, à partir de C++11, devient beaucoup plus rapide qu'il n'était avant, et beaucoup plus facile à utiliser. Le problème, c'est que c'est réservé au type qu'on appelle plane of data, et uniquement s'ils sont initialisés à 0. Mais l'utilisation est très simple. À partir de C++11, vous avez un nouveau mot-clé qui s'appelle thread local, et cela vous permet de déclarer un élément qui sera local à chaque thread. Donc, un exemple ici, je déclare un pointeur sur une classe que j'initialise à 0 ou nul, et ce pointeur sera unique à chaque thread de mon programme, uniquement grâce à mon mot-clé thread local. C'est excessivement utile
est beaucoup plus simple à utiliser que les primitives de thread local storage de toutes les librairies que vous pouvez trouver. Un autre avantage de C++11, c'est les singletons. Les singletons deviennent thread safe. Alors, l'astuce classique des singletons, c'est ça. Beaucoup de gens utilisent l'implémentation suivante pour effectuer un singleton. C'est-à-dire que vous instanciez votre singleton à l'intérieur de la fonction de la méthode qui renvoie le singleton. Vous l'instanciez de manière statique. L'avantage de cette astuce, c'est que le constructeur est appelé uniquement lors du premier appel à getSingleton. Qu'est-ce que cela implique? En général, beaucoup de gens aussi vont utiliser des singletons en les déclarant en variable globale. N'utilisez jamais ça. Le problème avec les singletons déclarés de manière globale, c'est que le constructeur va être appelé avant le début de votre programme. Si jamais vous avez un gestionnaire de ressources, gestionnaire de mémoire, gestionnaire d'accès quelconque, qui est instancié par le démarrage de votre programme, ce gestionnaire de ressources ne sera pas démarré au moment où le constructeur de votre singleton sera exécuté. Cette astuce-là vous permet d'exécuter le constructeur de votre singleton pendant que votre code s'exécute. Le problème, c'est que ce code-là, jusqu'à présent, n'était pas thread safe. C++11 garantit maintenant que l'exécution de votre constructeur sera effectuée une seule fois par un seul thread et que tous les autres threads vont bloquer en attendant que la fin de ce constructeur. C++11 implémente énormément d'autres types de primitives. Beaucoup de mots-clés que j'utilise ici. Je vous conseille encore une autre présentation qui s'appelle Atomic Weapons par Herb Schutter. La présentation dure environ 2 heures. Elle est très intéressante, très utile. Elle présente tous les nouveaux aspects des atomiques ou de toutes les opérations asynchrones que C++11 vous permet d'effectuer. Donc vraiment une très bonne ressource à lire. Encore une fois, ça m'augmenterait ma présentation d'environ 3 heures si jamais je veux continuer à parler de C++11. Alors, une autre solution qui est implémentée de manière très générale actuellement, c'est ce qu'on appelle les réacteurs. Je veux vous parler rapidement des réacteurs. C'est une pattern que j'utilise énormément, que ce soit au travail ou dans mon code personnel, ce qu'on appelle les réacteurs pattern. Cette pattern, en fait, vous permet d'écrire un programme qui réagit à des événements. Alors, les événements sont des événements classiques en général. Ça peut être de la lecture ou de l'écriture sur des sockets. Ça peut être quand un thread ou un autre process vient de se terminer. Ça vous permet aussi de gérer proprement les signaux Unix. En général, vous avez dans les réacteurs la notion de timeout ou même de métronome. Avoir une opération qui va s'exécuter de manière régulière à l'intérieur de votre programme. Alors, cette pattern est très bien décrite. Vous avez énormément de papiers qui expliquent comment implémenter un réacteur pattern. Il existe énormément de librairies qui implémentent des réacteurs. Donc, je vous conseille très fortement de ne jamais réinventer la roue, parce que vous allez rencontrer énormément de problèmes. Il existe beaucoup de librairies pour ça. Je vous donne 3 pointeurs pour ça. Il y a libev, libevent ou même glib. Chaque libev et libevent sont très orientés serveur, socket, etc. glib est beaucoup plus orienté interface, donc UI, Windows, etc. Ces librairies sont disponibles, sont très bien testées et sont très efficaces. Donc, encore une fois, je vous recommande très fortement d'aller les voir. Le problème, c'est que pour arriver à utiliser une réacteur pattern, il faut arriver à découper votre programme en tâches élémentaires. Donc, cette problématique, elle revient, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est similaire au thread pool. À partir du moment où vous arrivez à découper votre programme en tâches élémentaires, vous allez pouvoir vous allez pouvoir alimenter votre réacteur avec des tâches à effectuer
en fonction d'événements que votre programme va attendre. Par exemple, vous allez avoir une routine que vous écrivez qui va commencer par lire un fichier, faire une opération sur les datas qui vont être lues, et ensuite écrire un morceau de fichier. C'est finalement deux opérations séparées et qui nécessitent d'être dans deux événements séparés. À partir du moment où vous arrivez à lire votre fichier, à partir du moment où vous arrivez à écrire votre fichier, ce sont deux événements séparés. Donc il faut arriver à écrire votre programme, votre algorithme, en deux événements séparés, en deux morceaux séparés. Alors, pour arriver à aider à ce genre de pattern de découpage de votre programme, il existe un mécanisme qu'on appelle les coroutines. Alors, les coroutines ont été décrits de manière intensive par Donald Knuth. Encore une fois, c'est de la documentation à lire et à étudier. Qu'est-ce qu'une coroutine? Une coroutine est une routine qui peut s'interrompre et reprendre à tout moment. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir avoir une routine justement très, très compliquée, très longue, que vous allez avoir du mal à découper. Mais si jamais vous exécutez ce programme ou cette routine en utilisant une coroutine, vous allez pouvoir interrompre votre algorithme, vous allez pouvoir interrompre votre tâche à des points clés sans avoir besoin de découper votre algorithme. Un autre mot utilisé par les coroutines, c'est ce qu'on appelle les threads coopératifs. Donc vous allez pouvoir trouver des ressources qui parlent des coroutines ou des threads coopératifs, encore une fois, pour pouvoir continuer à creuser. L'opération primordiale d'une coroutine, c'est le yield. Le yield transfère l'exécution à une autre coroutine. Donc une coroutine transfère son flux actuel d'exécution vers une autre coroutine. C'est l'opération de base d'une coroutine. Le problème avec ça, c'est qu'il existe énormément de supports natifs dans beaucoup de langages, que ce soit Lua, Python, Perl, même C#, Java, JavaScript, etc. Sauf C++. Il existe une implémentation en Microsoft qu'on appelle les fibres. Donc, encore une fois, je vous conseille de lire la documentation MSDN qui parle des fibres pour implémenter des coroutines. Vous pouvez aussi créer des coroutines sous Unix en utilisant un petit bricolage avec des signaux. Si vous êtes intéressé par ça, je peux vous donner des ressources offline. Et sinon, en général, si jamais vous utilisez la librairie Boost, vous pouvez avoir un support de coroutine directement en C++. À partir de ce moment-là, donc comme je décrivais tout à l'heure, l'utilisation optimale d'une coroutine, c'est avec un réacteur et ou un thread pool. Puisque du coup, vous n'avez plus besoin de découper votre algorithme en petits morceaux, vous l'écrivez sous la forme d'une coroutine. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais passer les slides à ce moment-là. J'avais quelques exemples à vous montrer, mais c'est pas très grave. On va passer ça. La dernière petite chose dont je veux énoncer, c'est MapReduce. Pour le moment, j'ai parlé exclusivement de problématiques qui sont liées à votre ordinateur, un seul ordinateur. Je n'ai pas parlé de problématiques qui est liée à plusieurs ordinateurs reliés en parallèle sur un data center massif. L'algorithme le plus utilisé, c'est MapReduce. C'est un algorithme typique Divide and Conquer. C'est un brevet qui a été déposé par Google. Bon, ils ont déposé un brevet juste pour pouvoir éviter de se retrouver dans des problèmes légaux, mais tout le monde a le droit de l'utiliser. Donc c'est une technique de parallélisation massive. Bon, je vais aller rapidement, mais je vous conseille d'étudier un peu plus en détail l'algorithme MapReduce. C'est utilisé par Google, c'est utilisé par Amazon. Vous avez accès au data center Amazon si jamais vous avez un compte Amazon Elastic, et vous pouvez effectuer des opérations de MapReduce chez eux sur l'ensemble de leur machine. Alors, conclusion rapide. Je disais, l'informatique a énormément évolué.
et continue d'évoluer constamment. C'est très difficile de suivre vraiment le flux de nouvelles technologies, mais c'est vraiment impératif que d'essayer au moins de comprendre quelles sont les nouvelles technologies qui sont liées au multithreading, liées à la parallélisation. Donc je vous ai présenté quelques solutions, je vous ai présenté quelques pointeurs sur les différentes problématiques et les différentes solutions. Souvent, la bonne solution que les gens utilisent, c'est un hybride de toutes les techniques disponibles. Donc, comme je disais, hein, la veille technologique est impérative. J'ai donné énormément d'indications pendant cette présentation. Je vous invite très très fortement à creuser et à continuer à étudier le sujet. Voilà. Voilà, ben merci à toi. Pas de rien. Et donc, je vous ai donné mon adresse email en début de la présentation. Si jamais vous voulez continuer le dialogue, si jamais vous avez d'autres questions à poser sur la présentation, j'ai été obligé de couper un peu. Parce que, bon, au final, comme je disais, c'est une présentation qui est très longue. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous continuez à poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Ok. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions, donc si jamais vous avez des questions, comme il a dit, envoyez-les par email. Et voilà. Ben, merci pour ta présence et pour cette présentation. De rien, j'espère que ça vous a intéressé. J'imagine que bon, c'est un sujet qui est très lourd, hein, donc j'espère que vous n'êtes pas trop endormi sur cette présentation. Mais comme je disais, c'est un sujet qui est très très intéressant, qui est moderne et qui est très important. Donc, voilà. Ok. Ouais. Allez, au revoir. Bonne nuit surtout. Merci.